Salut, moi c'est Guillaume Haché. Vous écoutez 70 minutes avec. Et là, salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de 70 minutes avec. Comme vous l'avez sans doute remarqué, j'ai fait une longue pause estivale pour un paquet de raisons. Déjà, l'invité que je devais recevoir a été obligé de reporter malheureusement. Puis de mon côté, je démarrais aussi un nouveau boulot, ce qui me demandait pas mal de concentration. Et enfin, la pandémie restait toujours un obstacle pour booker de nouveaux invités. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça, c'est derrière nous, ou presque. Et 70 minutes peut enfin faire sa rentrée. Je vous parlerai des prochains épisodes à la fin de cette interview, il y a tout un programme pour les prochains mois. Mais avant ça, quelques mots sur l'interview que vous êtes sur le point d'écouter. Je pense qu'à ce stade, vous avez vu le titre, vous avez choisi de lancer l'épisode, vous avez une idée des questions qui vont être abordées. L'islamophobie, c'est un sujet sérieux dont on a tous conscience, mais si on ne le vit pas, on est difficilement en mesure de comprendre de quoi il relève exactement. Et en plus de ça, il y a un phénomène récurrent, et c'était tout le sujet de la carte blanche de Florence Zeno, ami du podcast, il y a un an. C'est que pour parler de la communauté musulmane, du port du foulard et de toutes ces questions, souvent, on va interroger des politiciens dont c'est le terrain de jeu favori, des militants du centre laïque, etc. Mais on va rarement prendre le temps d'écouter les personnes concernées. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Enfin, dernière précision, que ce soit quand j'ai interviewé Rokhaya Diallo il y a un an ou Corinne Torokens, il y a quelque chose qui est très clair à mes yeux et que je dois vous avouer. Je suis très loin d'être à l'aise pour traiter des questions raciales. Ce sont des problématiques que je ne vis pas dans ma vie de tous les jours, sur lesquelles je suis très ignorant. Et du coup, dans l'interview qui va suivre, vous verrez que je reste relativement en retrait et que je laisse la parole à mes deux invités. C'est fait exprès. Allez, on se retrouve juste après. Let's go! J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Kautar Boustani et Khadija Senadji. Kautar, bonjour. Bonjour. Khadija, bonjour. Bonjour. Nous allons parler ensemble le temps de 70 minutes des questions liées de près ou de loin à l'islamophobie, à l'intersectionnalité et aux colonialités. Tout particulièrement, je pense, on va se servir de l'actualité des dernières semaines et des derniers mois, en particulier ce qui concernait donc Issa Nawash. Est-ce que, avant de se lancer, je peux vous demander à tous les deux de vous présenter, en commençant par exemple par Kautar? Oui, donc je suis analyste en sciences politiques, économiques et sociales. J'habite à Bruxelles. Je suis née à Bruxelles. Super, merci. Et Khadija? Donc moi, je suis socio-anthropologue de formation. Je suis également bruxelloise de naissance et je suis également militante décoloniale. Super. Mais j'ai hâte de discuter de ces questions avec vous, puisque je pense que vous avez toutes les deux énormément de choses à nous apprendre, de par vos expériences vis-à-vis de l'islamophobie. Avant de se lancer, j'aimerais vous demander à toutes les deux ce qui vous a amené à prendre la parole sur ces questions et à ne pas finalement rester passive en tant que femme minorisée, femme opprimée dans le contexte islamophobe dont on va discuter. Si je pose la question à Khadija, qu'est-ce qui vous a amené à prendre la parole publiquement? Sur les questions liées à l'islamophobie, mais je pense qu'à un moment donné, c'est une question. Je pense que c'est une question de dignité, en fait, tout simplement. Donc ce sont des questions qui nous touchent, de plein fouet dans nos existences, dans nos dignités, dans nos identités, dans ce qu'on a de plus, cher finalement, nos familles, nos proches. Donc c'est à la fois l'islamophobie, c'est quelque chose, qui représente des attaques, constantes, à la fois d'ordre symbolique, d'ordre matériel, d'ordre politique. Et donc c'est une question, je dirais à la fois de dignité, de survie, tout simplement que de devoir se positionner sur ces questions-là. Donc c'est absolument pas, une coquetterie intellectuelle ou ou quelque chose, un passe-temps, qu'on ferait comme ça, mais je crois que c'est de l'ordre de la nécessité à un moment donné que de devoir se positionner, même si on n'a pas envie de se retrouver dans le débat public, mais on y est forcément contraint parce que ça touche à des choses, extrêmement fondamentales, dans nos êtres et nos existences. Kautar, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qui vient d'être dit? Oui, absolument, hein. C'est exactement ça. Donc quand on est atteint dans notre chair, mais aussi dans notre communauté, dans notre vivre ensemble, et que notre dignité, est bafouée, on se sent
disons, contraints d'intervenir de manière militante pour dire ça suffit. Et je pense que ça ne veut pas dire que, bon, par exemple, la génération de nos parents n'était pas forcément militants, mais ça veut pas dire qu'ils ont moins subi d'islamophobie. Mais nous sommes une génération qui comprenons les enjeux, les phénomènes dans la société. Et donc, par rapport à ça, on se sent l'obligation de prendre en main, disons, la militance ou le combat, la lutte pour récupérer notre honneur, notre dignité de la manière qu'il faut, puisque le droit prévoit que nous avons une place et que nous avons le droit d'exister en tant que personne, avec nos convictions, notre culture, avec notre background culturel et tout ce qui s'ensuit, et même de manière communautaire d'ailleurs. Et donc, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve sur le terrain militant, même si, je veux dire, bon, je dois l'avouer parfois aussi, c moi, par exemple, j'aurais aimé ne pas avoir à militer. J'aurais aimé, passer du temps à faire, ce que j'ai envie de faire, la photo, voilà, lire, des romans ou des choses, ainsi. Mais voilà, on est contraint, parfois au prix de la violence qu'on doit subir en tant que personne, parce qu'on subit du harcèlement ou autre chose, mais on estime que, c'est un combat qui en vaut la peine parce que voilà, la dignité n'a pas de prix. Je vais peut-être poser la question autrement. Si on imagine maintenant une femme voilà, musulmane, bruxelloise, voilà, un profil semblable au vôtre, mais qui n'a pas choisi de se lever contre l'islamophobie publiquement, d'en faire un combat public, qu'est-ce qui expliquerait la différence entre cette femme-là et vous, finalement? Bon, en réalité, notre ancrage social, fait que, on a connaissance du fait qu'une très large majorité des femmes, comme nous, partagent notre avis et partagent un peu, ce sentiment de vivre de l'injustice. Et voilà, tout le monde n'a pas les mêmes capacités ou les mêmes moyens d'agir. Et donc, voilà, c'est les personnes qui se trouvent sur le terrain militant, c'est un peu une forme de, voilà, de choix personnel par rapport à ce que nous avons comme, à notre disposition. J'imagine par exemple que si j'étais médecin, j'aurais pas eu, forcément le même Mhm. parcours militant que, maintenant que je suis, analyste en sciences politiques, économiques et sociales, et que par ailleurs je me retrouve, souvent sur des terrains, disons, de lutte politique. Mais, j'insiste sur le fait que, hem, donc, en tant que femme, musulmane qui subit, on va dire, l'islamophobie, je n'ai jamais eu, de personnes qui me disent: «Non, en fait, il faudrait pas militer. Il suffit, de vivre», je veux dire, le sentiment de l'atteinte à la dignité et d'injustice, il est très, très majoritairement Mhm. partagé. Oui. Moi, je rajouterais, quelque chose, qui me semble aussi très important, c'est que l'islamophobie, comme, n'importe quel phénomène en fait de racisme, institutionnel, systémique, structurel, induit des formes de dépolitisation en fait parmi les populations qui sont visées par ces formes de racisme-là. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, que l'on retrouve parmi les populations, minorisées. Il y a toute une série de facteurs qui font qu'à un moment donné, beh, on n'a pas les ressources en fait, matérielles ou autres que pour pouvoir s'engager, s'organiser politiquement puisque, la lutte politique nécessite aussi une organisation, en tant que telle et donc ce phénomène de dépolitisation fait qu'effectivement, malgré, le sentiment donc d'indignité qui est massivement, partagé et vécu parmi ces populations-là, eh bien, la riposte au niveau, politique et l'organisation politique reste quand même fortement, timide. Mais ça ne veut pas dire, comme Kautar le disait, que ce n'est pas soutenu ou que ce n'est pas, que ce n'est pas partagé. Je crois que c'est vraiment une question plutôt de ressources. Quand on lutte au quotidien pour avoir, accès à l'emploi, pour, lutter contre les violences policières, pour, que son enfant aille dans une école, qui soit digne, d'un enseignement de qualité, beh, ça laisse très peu de marge finalement que pour pouvoir avoir accès à des réseaux, d'organisations militantes, d'organisations politiques et donc finalement voilà, cet effet-là est un des effets pour moi du racisme, que l'on subit en fait. C'est très intéressant. Euh,
Comme je le disais, on va se servir de l'actualité récente et en particulier de ce qui a eu lieu concernant Issa Awash ces derniers mois. Pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, donc je rappelle que Issa Awash a été désigné comme commissaire auprès de l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes par la secrétaire d'État Sarah Schlitz. À ce stade dans l'histoire, il y a déjà eu une levée de bouclier au nom d'une certaine neutralité de l'État. On va revenir là-dessus. Il y a eu une série de controverses, une série de beaucoup d'énervement auprès de certaines personnalités politiques, auprès de d'un certain électorat. Et puis, voilà, notamment une interview dans Le Soir où je me permettrai de dire qu'elle a sans doute commis quelques erreurs en termes de communication. Et suite à cela, il y a eu apparemment une enquête au sein de la sûreté belge. Et à partir du moment où il a été révélé qu'une enquête était en cours à son sujet, à partir du moment où son nom était vraiment sali, puisque voilà, il y avait ces accusations une soi-disant proximité avec les frères musulmans, Madame Awash a fait le choix de se retirer de la vie publique et de la vie politique. Et très rapidement après, la sûreté belge a confirmé qu'il n'y avait en réalité aucune sorte de proximité entre Issa Awash et les frères musulmans. Oui, si je reviens moi à la genèse, finalement de cette affaire, elle s'inscrit dans un contexte politique qui était déjà tendu, à Bruxelles puisque on venait d'avoir, l'ordonnance type qui avait été adoptée avec, une division, dans le champ politique en fait, surtout francophone, au sein des partis même, notamment au sein du PS, au sein d'Ecolo qui étaient divisés, voilà, sur la ligne à adopter parce que, bah, ça fait écho à je veux dire à des franges électorales aussi qui peuvent s'affronter au sein de ces partis-là, entre la Wallonie, Bruxelles qui est une ville beaucoup plus diverse où l'électorat, musulman joue un rôle, important dans le maintien d'un parti comme le PS par exemple. En Wallonie, c'est, un électorat qui a une composition, sociodémographique tout à fait autre et qui peut présenter une certaine hostilité aussi par rapport à des questions comme l'islam, la visibilité des musulmans. Donc il y avait déjà une tension qui était palpable et qui, à mon sens, dénotait aussi une espèce de panique politique par rapport à non seulement à la visibilité de l'islam, qui n'est pas, enfin, c'est une question qui n'est pas neuve, mais aussi à l'accès en fait des musulmans à toute une série de fonctions en fait et de notabilité, de fonctions de prestige, avec ce débat est-ce qu'il faut interdire le port du foulard pour toutes les fonctions, est-ce qu'il faut l'autoriser uniquement dans le back office, c'est-à-dire là où ce n'est pas visible, mais ça exclut aussi toutes les fonctions d'autorité. Donc il y avait vraiment tout ce débat-là. Et donc la nomination d'Ihsan Awash intervient juste à la suite de cette ordonnance, au moment où le débat fait encore rage, et c'est vu comme une provocation par certains acteurs politiques, notamment côté maire, Georges-Louis Boucher, mais il n'a pas été le seul. Et puis la machine s'est évidemment emballée avec ce que vous avez cité, donc les différents événements, la prise de parole d'Ihsan dans la presse, et puis cette enquête de la sûreté de l'État qui a marqué donc un point de non-retour et la démission, et finalement la révélation que tout ça n'était que du vent. Finalement, il n'y avait strictement rien dans ce rapport qui justifiait que la machine se soit emballée de cette façon-là. Il y a également le rôle que les médias ont pu jouer dans cette affaire-là, et ça, c'est important aussi. Ça montre combien l'islamophobie n'est pas un phénomène de racisme qui est diffus et qui prend racine à la base, c'est-à-dire un racisme populaire qui pourrait s'ancrer dans le ressentiment, comme on a tendance souvent à présenter le racisme, hein, que c'est quelque chose, c'est simplement une peur de l'autre, une méconnaissance de l'autre. Non, l'islamophobie en tant que telle, c'est un phénomène qui est vraiment orchestré plutôt par les franges dominantes
à la fois au niveau politique, à la fois au niveau médiatique. Et si on prend le rôle que le quotidien Le Soir, plus spécifiquement, a joué dans cette affaire-là, eh bien, ça devient tout à fait explicite et limpide. Le Soir, non seulement par rapport à cette interview d'Ihsan Awash, alors bon, on peut dire effectivement que considérer qu'elle aurait commis des maladresses ou quoi ou qu'est-ce. En tout cas, quand on s'appelle Ihsan Awash et qu'on prétend un poste de commissaire du gouvernement, manifestement, on n'a droit à aucune erreur au niveau médiatique lorsqu'on communique publiquement. Ça, c'est déjà une première chose. Et puis, surtout, le rôle que Le Soir a joué dans les révélations par rapport à ce fameux rapport de la sûreté de l'État, donc en alimentant vraiment la polémique et en laissant croire qu'il y avait quelque chose de tout à fait probant et des preuves tout à fait probantes dans ce rapport, ce qui n'était absolument pas le cas. Oui, donc il y avait effectivement la révélation par la presse de l'existence de ce rapport et de cette enquête qui voilà, laissait imaginer au public qu'il y avait anguille sous roche, ce qui Mais n'était pas le il cas. y a aussi la question de la fuite. C'est vraiment, normalement, bien que ce type de rapport puisse exister, tout à fait légalement, le problème qui est posé, c'est, comment la sûreté de l'État peut laisser fuiter de telles informations concernant une personne dans un contexte, particulier comme vient de le souligner Khadija. Et en fait, Ihsan Awash s'est retrouvé un petit peu, hem, en point de concentration, de cristallisation de tout ce qu'on se permet de manière générale envers les musulmans et plus particulièrement envers les musulmanes, c'est-à-dire des attaques, voilà, des accusations d'appartenance à des mouvements obscurs avec des projets cachés, voilà, avec des objectifs particuliers envers la société et qui relèvent du fantasme en fait, hein, totalement. Elle s'est retrouvée à être accusée de porter atteinte aux valeurs de la société, de la laïcité, de la neutralité comme un danger. Donc, elle porte ce foulard et donc elle représenterait à ce moment un danger. Et aussi, donc, des informations sont divulguées par des personnes lambda, disons, qui le font, qui ont l'habitude de le faire, on va dire, dont c'est le business, le core business de le faire. Et ce qui a été dramatique, c'est que la sûreté de l'État se nourrisse de ces paroles un peu qui circulent dans les réseaux sociaux et qui font que les réseaux sociaux fonctionnent, le système de buzz, et donc se nourrissent de ces éléments sans les vérifier, fassent des rapports, ensuite les informations fuitent de nouveau, et donc c'est toute une série de dérives qui sont inacceptables sur le plan du droit, de la justice, de la bonne tenue politique des institutions de notre pays, mais qu'on se permet à l'égard des musulmans. Et en l'occurrence, c'est Ihsan qui l'a pris de plein fouet. Et donc, ça pose toute une série de questions, notamment sur la question de est-ce qu'il existe des citoyens de seconde zone, voilà, dont nous sommes, et envers lesquels le droit ne se tient plus. Et donc, on serait dans une espèce de zone de non-droit, et toute une série de personnes auraient des droits sur nous, c'est-à-dire des accusations. Et cette zone de non-droit de régime d'exception, en fait, par rapport aux communautés musulmanes, pour moi, elle se reflète, en fait, dans ce que j'appelle le régime de présomption de culpabilité. C'est-à-dire que normalement, dans un état de droit, tout citoyen bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à la preuve ou à la démonstration évidente de sa culpabilité. Quand il s'agit d'un citoyen musulman ou d'une citoyenne musulmane, eh bien, c'est exactement la logique inverse qui s'impose. C'est-à-dire que on est présenté comme quelqu'un de coupable jusqu'à la preuve finalement de notre innocence. Et l'affaire d'Ihsan Awash, quelque part, a établi ça de manière éclatante. Et aussi, comment cette culpabilité, ce phénomène de culpabilité fonctionne. C'est-à-dire que c'est une culpabilité par association. Il suffirait d'avoir adressé la parole à telle ou telle personne, d'avoir fréquenté tel ou tel lieu. Par association, on serait coupable des agissements commis par ailleurs. Et donc, c'est quelque chose d'absolument dangereux, évidemment, parce qu'il n'y a plus aucune balise euh, digne d'un État
qui se revendique un État démocratique, un État de droit, qui vient protéger en fait les citoyens musulmans et les citoyennes musulmanes lorsqu'elles se trouvent dans de telles configurations. Et ça, c'est vraiment quelque chose de tout particulier, enfin de très particulier dans le cas de l'islamophobie, et comment la mécanique islamophobe aussi se développe et produit des effets. Mhm. Ce qui était intéressant à voir, c'était la panique, le sentiment de perte de contrôle auquel on a pu assister quand il y a eu donc cette nomination au poste de commissaire au sein de l'Institut pour l'égalité femmes-hommes. Certains ont analysé la séquence, non pas à travers le prisme de la fameuse neutralité qui voudrait qu'on n'affiche pas de signes religieux quand on occupe une fonction publique, mais plutôt en disant que finalement, la place dans nos sociétés qui est réservée, en l'occurrence aux femmes qui portent le foulard, c'est obligatoirement une place opprimée, une place qui ne ferait envie à personne, donc les classes populaires, la pauvreté, ainsi de suite. Et que quand on affiche, quand on met en avant sous les projecteurs une personne qui a un CV en béton, comme disait Alexander De Croo, qui est nommé au poste de commissaire au sein du gouvernement fédéral, certains ont parlé alors d'une forme de panique identitaire et de chasse aux sorcières. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Oui, hein. Oui, le terme chasse aux sorcières n'est absolument pas exagéré. Et c'est d'ailleurs, ça a été souligné par plusieurs personnalités. C'est la première fois qu'une nomination suscite autant de débats et monte jusqu'à un tel niveau de pouvoir pour être discutée à des places de débats politiques importants en pleine crise sanitaire. Et donc, oui, il y a eu chasse aux sorcières. Et maintenant, on va dire, on a un tout petit peu de recul par rapport à tout ça, étant donné que finalement la sûreté de l'État a dit qu'il y avait rien du tout, etc. Mais c'est intéressant de voir comment par ce mécanisme, en fait, on tente de décourager toute personne qui ressemblerait à Ihsan Awash de prétendre à évoluer socialement, à obtenir des postes de prestige, comme l'a dit Khadija. Et donc, c'est un maintien dans l'infériorité sociale et de dire contentez-vous de ce qu'on vous donne déjà, c'est-à-dire le back-office, voilà, les postes dont personne n'a envie, comme vous l'avez dit. Et on tente de donner, de lancer un message à toutes les autres. Vous voulez subir la même chose, eh bien tentez l'expérience. Et sinon, si vous voulez pas subir tout ça, et je pense que de notre côté aussi, personne n'a envié Ihsan dans tout ce qu'elle a subi. Et donc, voilà, il y a toute une série de personnes qui vont se poser des questions. C'est aussi des choses auxquelles on est confronté tous les jours. C'est des jeunes filles, des jeunes femmes qui portent un foulard et qui posent la question du choix d'études ou du choix professionnel. Est-ce que si je fais telles études, je serai acceptée avec mon foulard, oui ou non? Est-ce que si je fais des études, j'aurai accès à telle profession ou non? Et c'est dramatique au XXIe siècle que des femmes se posent ce type de questions avec un sentiment d'être obligées de laisser une partie de leur identité, celle en l'occurrence qui est pointée du doigt par toute cette catégorie de politiciens qui ciblent ces femmes, parce qu'elles estiment être en danger d'une certaine manière. Et donc, oui, enfin, il y a cette question de criminalisation tout simplement d'un fait, c'est celui qu'une partie de la population est musulmane, pratiquante et qu'on veut pas d'elle dans la société. Oui. Moi, ce que m'évoque également cette question-là, c'est toute la problématique en fait de la représentation et des limites des politiques de représentation à l'égard des populations qu'on considère comme minorisées ou des minorités dites ethniques, raciales, je dirais plutôt. Effectivement, donc il y a cette volonté affichée de la part des différents acteurs politiques et notamment dans le champ progressiste de lutter contre les discriminations, de lutter contre le racisme. Et souvent la stratégie qui est prônée pour le faire, c'est d'avoir recours à l'une ou l'autre figure symbolique que l'on va mettre à tel ou tel poste, mais sans garantir nécessairement tout
tous les garde-fous autour de cette nomination ou de cette d'un recrutement particulier. Donc, ça va se limiter en fait à une position purement symbolique. Et moi, ce qui m'a frappé aussi dans la nomination, par exemple, d'Ihsan Awash, c'est que pour le nommer, donc le parti écolo qui procède à cette nomination, a l'air de considérer que ou en tout cas de faire abstraction du fait que une femme qui porte le foulard ne susciterait en fait à ce poste-là aucune réaction. Or, on sait qu'on est dans une société qui est structurellement islamophobe, qui est structurellement raciste et qui est hostile à des signes visibles d'appartenance à l'islam comme le port du foulard. Et donc il y a eu, enfin ça a donné l'impression en fait qu'il n'y a eu aucune anticipation des attaques qui auraient pu advenir à l'égard et à l'endroit d'Ihsan Awash, et que finalement Ihsan Awash s'est retrouvée un petit peu seule aux prises avec ce tir croisé d'attaques qui venaient vers elle. Et sans finalement de soutien affiché ou de soutien avéré dans cette tempête. Et donc ça, c'est quelque chose quand même, à mon sens aussi de problématique, c'est-à-dire que de la part d'autorités politiques, d'autorités publiques, il ne suffit pas, à mon sens, lorsque l'on a envie de promouvoir, parce que je pense que la démarche, elle était symbolique, elle était de promouvoir une femme voilée pour montrer, voilà, symboliquement que c'était possible d'accéder à un tel poste de prestige, qui n'est pas un poste de pouvoir en tant que tel, mais qui est un poste de prestige étant nommé par le gouvernement fédéral. Et donc, il y avait une volonté symbolique en la matière. Or, le parti ne se donne pas les moyens d'aller jusqu'au bout de la démarche et de finalement garantir en fait les conditions qui vont sécuriser la place et la fonction d'Ihsan Awash une fois qu'elle est nommée. Et ça, c'est problématique aussi. Donc, il ne suffit pas. Enfin, ça montre que les intentions, parfois aussi bonnes soient-elles, ne suffisent pas, et que parfois l'enfer est pavé de bonnes intentions aussi. Oui, je pense effectivement avoir compris qu'après l'interview de Ihsan Awash dans Le Soir, la décision a été prise de surtout ne plus trop en parler publiquement et voilà, de plutôt essayer de se faire oublier, y compris donc ne plus en parler publiquement pour la défendre et de montrer qu'il n'y avait absolument aucun problème. Donc autrement dit, une certaine passivité. Et voilà, et comme vous dites, Ecolo ne s'est pas vraiment donné les moyens de monter au front pour la défendre. Et là, il faut peut-être aussi rappeler que voilà, en Belgique, un gouvernement fédéral, c'est très fragile. Donc, essayer d'enterrer les conflits et de tourner la page, selon moi, c'est une stratégie qui peut se comprendre. Mais donc oui, cette passivité est en partie voilà, ce qui a amené Ihsan Awash à démissionner. Une idée récurrente et qui entoure toutes ces questions sont les questions de genre. Est-ce que vous avez pu sentir, tout au long de cette séquence, un soutien de la part des féministes de manière générale, quelle qu'elle soit? Ou bien est-ce que, en fait, la sororité s'arrête finalement dès qu'on parle des femmes musulmanes? Mais je pense que, enfin, je vais commencer, puis on pourra continuer à échanger avec Kautar là-dessus. Mais cette question de la sororité, effectivement, qui est une notion enfin, centrale dans les discours féministes, qui est une notion politique, à mon sens, qui n'est pas quelque chose de naturel. C'est pas parce que l'on est femme que l'on est forcément solidaire en fait d'une autre femme. C'est la sororité, elle se construit politiquement. Et, et force est de constater, bon ici on est dans la séquence d'Ihsan Awash, mais de manière beaucoup plus, enfin sur le temps long en fait, c'est des discriminations que subissent les femmes musulmanes ici en Belgique. Donc on a eu différentes séquences, hein, ne fût-ce que sur la dernière année avec, enfin sur l'interdiction d'avoir accès à l'enseignement supérieur, les discriminations en matière d'accès à l'emploi, d'embauche, etc. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de soutien féministe de manière générale. Il y en a certainement
de la part de certaines franges, en tout cas des actrices féministes, mais ce n'est pas quelque chose, je pense notamment à Vie féminine, qui a pu parfois prendre position voilà, en faveur des femmes musulmanes et plus spécifiquement des femmes musulmanes qui portent le foulard. Mais ce n'est pas quelque chose voilà, qui est majoritairement, c'est pas une position majoritaire au sein du mouvement féministe blanc. Et donc on en revient à cette question de la sororité qui, effectivement, là on voit que c'est quelque chose qui doit être construit politiquement et qui ne va pas de soi dès lors que l'on est une femme musulmane qui décide d'afficher son islamité publiquement par des attributs spécifiques. Et donc ça, c'est une question beaucoup plus générique en fait de se dire finalement le féminisme blanc, puis le white féminisme Mhm. tel qu'on le définit. Est-ce que c'est un phénomène universel? Est-ce que le féminisme, par sa vocation originelle, vise à défendre les intérêts de l'ensemble des femmes, quelles qu'elles soient, quel que soit leur milieu social d'origine, quelle que soit leur race, quelle que soit leur appartenance religieuse? Ou est-ce que c'est plutôt un phénomène qui est circonscrit dans des conditions politiques et historiques qui lui sont propres? Et force est de constater que c'est plutôt la deuxième option qui se révèle exacte. C'est-à-dire que le féminisme n'a pas, et c'est souvent là un peu le péché que l'on prête au féminisme, enfin l'intention en tout cas que l'on prête au féminisme d'avoir une prétention universelle, universaliste. Or, dans les faits, le féminisme s'est construit à partir d'un contexte tout à fait particulier, enfin, qui justifie effectivement l'existence de ce mouvement politique du féminisme, mais qui s'est construit historiquement, en tout cas je parle de la Belgique, mais c'est le cas également d'autres pays, notamment en France, d'autres pays européens, qui s'est construit historiquement dans une certaine cécité par rapport au fait colonial, au fait impérialiste, puisque le phénomène du féminisme a pris son essor au moment où la colonisation était encore, enfin, était en plein développement, donc au début, par exemple, du XXe siècle. Et donc, c'est un phénomène qui n'a pas du tout, en fait, pris en considération la question des femmes dans les colonies belges, par exemple, non seulement qui s'est construit donc dans cette relative cécité, mais qui, en plus, à certains moments, a pris même fait et cause pour le fait colonial et l'impérialisme des grandes métropoles européennes et de la métropole belge en particulier. Je pense notamment à l'Union des femmes coloniale en Belgique, qui était une organisation de féministes qui a été fondée dans les années 1920 et qui avait donc pour but d'améliorer les conditions de vie des femmes belges au sein de la colonie et donc au sein du Congo plus spécifiquement. Mais en même temps, elles se donnaient pour mission, en fait, une mission civilisatrice à l'égard des femmes indigènes. C'est-à-dire qu'il y avait cette prétention de supériorité en fait morale et civilisationnelle qui était proprement revendiquée par ces féministes-là. Et donc par ce fait-là, on voit que il y a un parti pris en faveur du projet colonial et du projet impérialiste, puisque cette question de la mission civilisatrice, elle est au cœur effectivement du projet colonial. Et donc le féminisme n'est pas exempt de colonialité. Il s'est Mhm. construit dans une consubstantialité en fait avec le projet colonial, et il est empreint de colonialité et il est encore empreint de colonialité à l'heure d'aujourd'hui, et notamment ça se traduit à l'heure actuelle de manière tout à fait évidente par une des formes de désolidarisation à l'égard des femmes musulmanes, et notamment des femmes musulmanes qui portent le foulard, qui sont vues effectivement comme des femmes qui soit sont soumises, donc qui sont sous l'oppression, donc on ne les considère pas en fait comme des êtres adultes
à part entière, capable d'opérer un choix en toute conscience et en toute connaissance de cause, mais plutôt comme des mineurs qui seraient sous l'emprise d'un patriarcat et qui seraient incapables du coup d'opposer une résistance à ce patriarcat. Ça, c'est dans le versant civilisationnel. Et puis de plus en plus aussi, ce à quoi le glissement auquel on assiste par rapport aux femmes qui portent le foulard, c'est que elles sont de plus en plus vues également comme un cheval de Troie de l'islamisme. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est également de plus en plus présent dans les discours hostiles aux femmes qui portent le foulard. Donc non seulement il y a ce versant civilisationnel, mais il y a également le versant de la menace sécuritaire que représenteraient les femmes musulmanes par le simple fait que voilà, elles adhéreraient à un projet qui serait par essence un projet hostile à l'Occident, qui serait hostile aux valeurs de l'Occident, aux valeurs de liberté, aux valeurs d'émancipation, et qui ferait peser une menace sur la sécurité publique parce qu'elle serait intrinsèquement, par essence, reliée à des réseaux qui seraient dangereux. Donc ça, c'est un discours. On va fêter la semaine prochaine le triste anniversaire des attentats du 11 septembre. Ce discours-là, il a pris vraiment de l'envergure ces 20 dernières années. Donc voilà, et c'est tout le glissement dans l'histoire contemporaine de l'islamophobie entre la pratique de l'islam, puisque le port du foulard, voilà, peut être, c'est un attribut qui peut être relié simplement à une pratique tout à fait commune en fait de l'islam, à quelque chose qui est de l'ordre de l'islamisme. Et donc ce glissement entre qui est tout à fait dangereux entre finalement les attributs des musulmans lambda et les attributs de terroristes, djihadistes, islamistes, etc., qui seraient en fait des individus qui feraient peser une menace sur la sécurité de l'État. Et donc, c'est pas un hasard finalement si dans le cas de l'affaire Hassan Awash, on en vient à cette question des frères musulmans in fine. C'est que on voit un peu tout le cheminement qu'il y a derrière. On est parti de la question de la neutralité et on en arrive finalement à une question qui n'a plus rien à voir en fait avec la neutralité de l'État, qui est celle de la menace sur la sûreté de l'État, puisque il y a une confusion qui est pour moi pas de l'ordre de la dérive, puisque une dérive c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Pour moi, c'est un phénomène qui est maîtrisé, puisqu'il y a véritablement des acteurs aussi qui nourrissent tout ça. On a parlé du rôle des médias. Il y a des officines comme l'Observatoire des fondamentalismes qui se sont données pour mission depuis un certain temps en Belgique francophone notamment, de cibler des organisations qui ont une coloration musulmane ou des individualités de confession musulmane, et d'en faire des objets de menace en tant que tels, de les construire en objets de menace. Et donc voilà, donc c'est un processus qui est complètement maîtrisé, qui a ses acteurs, qui a ses logiques, et ces procédés qui lui sont propres. Et c'est ça véritablement qui est problématique dans toute cette affaire. Donc, il y a une confusion, un rapprochement qui est systématiquement fait entre le terrorisme islamiste et la pratique musulmane de manière générale. Il y a aussi, dans l'imaginaire collectif occidental, l'idée que l'islam serait patriarcal par essence et que les musulmans, et en particulier les femmes, sont des personnes qu'il faut émanciper un peu, en quelque sorte émanciper de force. Et oui, c'est ce que vous disiez sur le féminisme colonial du XXe siècle. Est-ce que, si je pose la question maintenant à Kautar, est-ce que vous percevez cette idée au jour le jour que l'islam serait patriarcal par essence, et qu'est-ce que vous en pensez? Oui, et c'est ce que soulignait Khadija, c'est-à-dire que on nous reproche à nous d'avoir fait un choix avec l'idée que ce choix est imposé par les hommes. Mais cette imposition, elle est totalement imaginée par ceux qui accusent. Il y a même des études justement qui ont été faites à ce sujet et qui démontrent que dans la majorité des cas,
l'écrasante majorité des cas, ce foulard est porté de manière autonome, choisie. Et donc, si les détracteurs du port du foulard veulent maintenir cette idée, eh bien, ils vont créer donc de toutes pièces et nourrir les imaginaires pour entretenir cette idée. Ça se fait de différentes manières. On va aller sur le terrain sociologique, sur le terrain théologique, sur le terrain politique, et tout ça pour arriver à la conclusion que, non, in fine, ces femmes qui portent le foulard, en fait, elles vous mentent. La réalité, c'est nous qui la connaissons. Nous la connaissons pour elle-même et nous la connaissons pour la société. Et ça s'inscrit donc dans ce processus de, voilà, quand une femme porte un foulard, euh, d'emblée, c'est qu'elle est soumise, ou alors, si elle est consciente, c'est qu'elle est un étendard politique. Et donc, en fait, peu importe la posture réelle, notre posture réelle, on va toujours se retrouver dans des espèces de fantasmes, d'imaginaires qui vont faire de nous des ennemis intérieurs à combattre. Évidemment, dans la communauté musulmane, mais ça aussi c'est historique. C'est l'homme musulman, c'est un danger pour la société occidentale. Même quand on remonte dans les écrits au XIIe siècle, c'est déjà le cas. Bah, le monde musulman se trouve aux portes de l'Occident, donc forcément. euh, et les comparaisons entre voilà les hommes musulmans présentés dans les tableaux orientalistes comme étant forcément des conquérants, des barbares, des vendeurs de femmes esclaves dans les marchés. Et tout ça, toutes ces images, on va dire, sont issues des imaginaires. C'était le cas il y a 2 siècles, c'était le cas il y a 8 siècles, c'est encore le cas aujourd'hui. Et donc, juste la société a changé. Aujourd'hui, bah, nous, musulmanes, vivons dans la société et on se retrouve confrontés à ces imaginaires, à ces fantasmes. Et bah, disons que euh, culturellement, ça a une explication. Mais de nouveau, sur le plan de la dignité, de la moralité, c'est ce sont des mensonges. Ce qu'on va imaginer au sujet de Ihsan Awash, ce n'est pas exceptionnel. C'est des choses qui reviennent constamment et enfin, on a l'habitude de ces accusations et voilà, ces accusations s'inscrivent dans une continuité culturelle, dans une tradition de construction de l'ennemi intérieur par la criminalisation de l'étranger de manière générale et des musulmans en particulier. On évoquait tout à l'heure la question du féminisme musulman par opposition au féminisme colonial. J'aimerais vous poser la question, comment est-ce que ces initiatives-là sont reçues au sein de la communauté musulmane par les hommes? Si vous permettez, j'aimerais juste profiter de votre question pour revenir un petit peu sur la discussion que vous avez eue juste il y a quelques minutes, justement sur le féminisme, le white féminisme. Oui. En fait, concrètement sur le terrain, oui, il y a des alliés parmi les féministes blanches, mais de manière plus pragmatique, comment ça se passe? C'est qu'en fait, le monde des féministes mainstream, white féministes, discute de notre légitimité. Et entre-temps, nous devons avancer sur la lutte pour notre dignité. Et c'est en cela que, on va dire, avancent de manière parallèle les femmes musulmanes et les féministes blanches mainstream. Mais sinon, euh, le combat des femmes blanches féministes, ben, comme l'a précisé Khadija, il s'inscrit dans un contexte et il est légitime par rapport à ce contexte. De même que pour nous-mêmes qui nous retrouvons dans ce contexte, on a énormément de points de croisement. C'est-à-dire que quand on se retrouve au travail, eh bien, on subit la même chose que les femmes blanches. C'est-à-dire, euh, on n'a pas le même salaire que les hommes, le plafond de verre, les problèmes de promotion, les problèmes que subissent les femmes enceintes, etc. Ça, c'est des problèmes qu'on connaît aussi. On n'a pas de particularité par rapport à toutes ces questions-là. La question qui vient par après et qui va, on va dire, segmenter entre les deux, c'est quand les white féministes vont se poser la question de est-ce que les femmes musulmanes sont légitimes dans leurs revendications propres, dans les revendications qui les concernent elles-mêmes. Est-ce que le soi de ces femmes
peut exister dans le monde féministe ou pas? Et donc ça, c'est des questions qui animent le monde des white féministes, mais bon, pour être très franc, on on n'est pas souvent invité à discuter, avec elles, sur ces Mmh. sujets, mais disons les questions nous sont rapportées par celles d'entre elles, qui justement voudraient créer plus de jonctions, plus de ponts, qui estiment que le white féminisme se retrouverait renforcé si les femmes musulmanes intégraient ces mouvements pour constituer une force politique plus importante, et cetera. Mais, entre-temps, on n'a pas le choix que d'avancer, sur notre terrain, sur, ce qui constitue notre identité, nos propres droits, en tant que femmes particulières, oui, pourquoi pas? Et donc c'est parce que vous venez de poser la question en disant, féminisme musulman en opposition au white féminisme. Je ne pense pas qu'il y ait, un positionnement par opposition, au white féminisme. C'est juste que l'avancement d'un groupe et de l'autre ne se fait pas de la même manière parce que les priorités ne sont pas les mêmes, parce que l'organisation sociopolitique, et justement la constitution des forces politiques et l'établissement, des politiques d'avancement dans les rapports de force n'est pas le même et n'a pas les mêmes priorités. Donc ça c'est une Mmh. chose. Oui, et je me permets juste de revenir sur ce que vous disiez, le fait que ce n'est pas une opposition entre féminisme blanc et féminisme musulman. En fait, j'en arrivais à présenter les choses de cette manière parce que, en fait, j'ai pu voir des vidéos de ce collectif qui s'appelle Imaziren, où une personne partageait son témoignage en disant que quand on se présente à elle en disant «moi je suis féministe», son premier réflexe, auparavant, ce n'était plus le cas au moment où elle a fait la vidéo, mais auparavant, ça avait pu être quelque chose comme mais qu'est-ce que c'est que ce truc occidental? Et elle expliquait aussi que c'était impossible pour elle de dire moi je suis féministe sans immédiatement rajouter le mot décolonial ou musulmane derrière parce que voilà, il y a ce passif historique, ce féminisme blanc qui a été et qui est encore oppresseur des femmes musulmanes. Donc voilà, je précise juste que c'est pour cette raison que j'avais présenté les choses de cette manière-là. Oui, mais donc il faut juste préciser que, si opposition il y a et effectivement, hein, j'ai moi-même souligné qu'il y avait plusieurs, points, disons, de rupture. En fait, si opposition il y a, ce n'est pas dans le chef des musulmanes que de dire: «Nous nous opposons aux féministes blanches», par principe. Mhm. C'est justement parce qu'il y a un passif, parce que, bah, voilà, quand on se rend compte que, on se pose la question de: «Est-ce que oui ou non nous sommes des femmes?» Enfin, ça rappelle des mauvais souvenirs de quand, voilà, il y a quelques siècles, on se posait la question de: «Est-ce que les femmes ont une âme ou pas?» Eh bien, c'est une voilà, maintenant on se pose la question de: «Est-ce que nous sommes légitimes en tant que femmes ou pas de nous exprimer avec des revendications qui concernent les femmes musulmanes?» Eh bien, voilà, c'est ce qui, aboutit, disons, à une bifurcation. Mais donc c'est pas le féminisme musulman, s'est constitué à partir de ses particularités et pas forcément par rapport au white féminisme, au féminisme blanc. C'est-à-dire que le féminisme blanc a fait son chemin. Les femmes musulmanes, à un moment donné, estiment que c'est un terrain à prospecter. Elles y vont. Il y a beaucoup de clashs, beaucoup de points de rupture, des problèmes. Et puis finalement, il y a bifurcation. Et donc, je ne sais pas, il faudrait voir avec les sociologues ou les politologues qui ont vraiment étudié le phénomène. Et il y en a. Mais voilà, en tout cas, c'est dans la manière dont on présente les choses, il faut euh, garder en tête que les femmes musulmanes ont des revendications qui les concernent et elles doivent être elles-mêmes aussi, comment on va dire, avoir en main la manière dont elles vont constituer l'organisation politique de leur militance. Parce que un problème aussi qu'il y a avec le white féminisme, c'est qu'on nous impose un agenda politique, mais qui ne nous concerne pas avec nos particularités sociales, politiques, culturelles. Et donc on a le droit aussi de se dire, bah voilà, sur tel point, nous notre priorité elle est plus à tel niveau. Vraiment pour être concrète, hein, quand on a des discussions par exemple, parce que il y a des initiatives qui regroupent les féministes de manière plus large,
sur des questions et des fois on arrive à discuter sur l'évolution du statut, professionnel, des femmes, avec, je veux dire de manière, très pointue et légitime. Mais moi, à ce moment-là, je suis, obligée de rappeler que pour moi, le problème, c'est l'accès à l'emploi. Avant d'être sur, des statuts particuliers, le droit au congé, le droit, à certaines formes de reconnaissance, des maladies, professionnelles, des choses comme ça. En fait, voilà, la réalité fait que moi, je n'ai pas le luxe de déjà m'exprimer sur ces sujets. Moi, j'en suis encore à juste réclamer le droit d'accès à l'enseignement et le droit d'accès à l'emploi pour toutes les femmes, en ce compris celles qui portent un foulard. Voilà. Moi, j'évoquais tout à l'heure la question des intérêts. Donc le féminisme, comme tout mouvement, sociopolitique, s'ancre, dans un contexte et défend des intérêts particuliers qui sont effectivement ceux de catégories de femmes, particulières, qui sont, en l'occurrence ici les femmes blanches. Hem Considérer d'office, en fait, comme vous avez tendance à le présenter, que tout combat de femmes, notamment de femmes musulmanes, est un combat, féministe, pour moi, ça me pose question. C'est pas forcément le cas. Moi, je peux, ou une autre ou telle autre, me battre pour la dignité, l'émancipation de femmes sans pour autant me définir comme féministe. Une autre se définira comme féministe. Ça, c'est une question de perspective, de choix politiques, mais je pense que ce serait une erreur et ça, on en reviendrait justement à la question de cette prééminence, un peu coloniale et de colonialité du féminisme, de se considérer comme universel. Or ce n'est pas le cas. On peut très bien être une femme, non blanche, comme une femme blanche d'ailleurs et lutter pour l'émancipation, les droits, la dignité, sans nécessairement se définir comme féministe. Et tout simplement parce que, en tant que femme non blanche, en tant que femme musulmane plus spécifiquement, on vit une oppression est une oppression qui est tout à fait particulière. C'est-à-dire qu'il y a évidemment notre condition de femme, mais il y a notre condition de femme musulmane, c'est-à-dire notre appartenance, de race, notre appartenance, religieuse qui fait que, eh bien nos intérêts sont divergents. C'est pas juste une question de priorité à mon sens, c'est une question d'intérêt, particulier à un moment donné. De manière plus concrète, moi par exemple, je vais en tant que femme me préoccuper, et en tant que mère, me préoccuper de, savoir quand est-ce que mon fils va avoir sa première confrontation avec la police. Puisque c'est un enfant, voilà, qui est plutôt typé, voilà, c'est plutôt, ce type de questionnement-là aussi qui va m'animer, et qui ne va pas animer une femme blanche parce que, on sait très bien que la question des violences policières, elle touche de manière très spécifique les jeunes hommes, arabes, noirs, musulmans dans nos sociétés et donc voilà, donc ça en fait une question qui est particulière, à moi en tant que femme, en tant que mère, musulmane, enfin voilà, arabe, dans cette société-là et la deuxième particularité aussi, quand je dis que je suis une femme musulmane, c'est que, je n'ai pas le luxe de n'agir que pour mes intérêts propres, de femme. C'est-à-dire que notre condition de femme musulmane, elle est aussi spécifique dans la mesure où, historiquement, c'est la mission civilisatrice, elle est passée par les femmes, et par les femmes musulmanes plus spécifiquement. On peut se rappeler, les écrits de Fanon, sur le dévoilement des femmes, en Algérie, des cérémonies donc qui étaient, dédiées en fait publiquement, qui étaient organisées par des généraux français pour dévoiler, les femmes musulmanes, par leurs épouses donc sur la place publique et donc c'était une manière, non seulement de prendre possession en fait du corps des femmes, mais également de les arracher symboliquement à leur famille, à leur communauté d'origine et donc il y avait toute une ambition en fait de déstructurer les noyaux familiaux, de déstructurer les communautés, dans lesquelles, les femmes musulmanes, vivaient, auxquelles elles appartenaient et donc je crois qu'il y a ça, cette dimension-là, elle est tout à fait spécifique dans notre cas. C'est que, notre combat, il est intimement lié
Et il y a une dimension tout à fait particulière qui est celle de nos familles et de nos communautés et de nos hommes aussi finalement, qui sont en fait eux aussi, touchés par l'islamophobie, mais d'une autre manière et qui sont également touchés par des formes particulières du patriarcat, dominant. Puisque vous posiez la question du patriarcat, au sein des communautés, musulmanes, mais je pense qu'avant de poser cette question-là qui est une question, effectivement qui peut se poser, hein, et qu'il ne faut pas nier, mais il revient alors aux femmes musulmanes d'y apporter une réponse et pas, et à personne d'autre. Mais, si on en revient à cette question du patriarcat, musulman, il existe et il coexiste dans une relation un peu, dialectique avec un patriarcat qui s'impose à lui, en fait, qui est le patriarcat blanc, qui est dominant. C'est-à-dire que, ce patriarcat, bien évidemment, il a des répercussions sur les femmes musulmanes, on le voit, par rapport aux femmes musulmanes, qui portent le foulard, par exemple, dans leur accès à l'emploi, à l'enseignement et cetera. Mais il a également des répercussions, matérielles extrêmement fortes sur les hommes, musulmans, puisque eux aussi sont, victimes de discrimination dans un autre, cadre et dans une autre, mesure, mais ils sont également et surtout victimes, en fait, de la répression d'État qui l'aurait tout à fait, qui est un phénomène qui est tout à fait spécifique, qui l'aurait tout à fait particulier. Donc la répression dont sont victimes les hommes non blancs, les hommes blancs, ils sont tout à fait étrangers et donc de la même manière que l'on commence petit à petit à considérer que, les intérêts des femmes blanches et des femmes non blanches ne sont pas, exactement les mêmes à travers la question de l'intersectionnalité, il faut avancer également dans le sens de considérer que le patriarcat n'est pas un patriarcat universel. Comme de la même façon qu'il n'y a pas de féminisme universel, il n'y a pas de patriarcat universel. C'est-à-dire que, les hommes n'occupent pas la même place et la même fonction de pouvoir et d'autorité selon qu'ils soient blancs ou non blancs dans nos sociétés libérales occidentales, aujourd'hui, tout simplement parce que les hommes non blancs subissent, des formes, tout à fait particulières d'exclusion, socio-économique, mais aussi des formes tout à fait particulières de répression, d'État. Et on l'a vu de manière, flagrante aussi après les attentats, de Paris et de Bruxelles, avec l'instauration des dispositifs qui ont été mis, en place et vous parliez de chasse aux sorcières, effectivement la chasse aux sorcières là, elle a été vraiment institutionnalisée dans le cadre du plan Canal par exemple, avec plus de 95 000, adresses, qui ont été contrôlées, donc des contrôles domiciliaires, un nombre invraisemblable de, perquisitions dans des familles musulmanes, donc des noyaux familiaux qui ont été complètement déstructurés par ces perquisitions, des associations, hem, musulmanes, des mosquées, et cetera et donc voilà, donc il y a une volonté aussi d'inscrire un mode de gouvernementalité qui est spécifique aux communautés musulmanes et qui a des répercussions à la fois sur les hommes, à la fois sur les femmes et donc l'islamophobie finalement, elle produit des effets, genrés, selon que l'on soit femme, selon que l'on soit homme et donc la condition de femme musulmane, elle est également, particulière en ce sens-là, c'est qu'on on on est contrainte finalement par nécessité de tenir compte en fait de tout cet écosystème et c'est peut-être la particularité qui nous distingue des féministes, blanches ou des femmes blanches, de manière plus générale, c'est qu'on n'a pas le luxe d'avancer uniquement pour nos intérêts, de femmes particuliers, mais que, notre condition racialisée fait qu'on a une dimension, beaucoup plus large, qui est la nôtre en fait. Donc nos intérêts vont au-delà de notre individualité, de notre personne individuelle. Alors, vous parliez qu'il y a déjà des effets de l'islamophobie sur les hommes et les femmes musulmanes. On évoquait la question du patriarcat au sein de la communauté musulmane il y a un instant. Une analyse que j'ai pu entendre et que je trouvais très intéressante à explorer aujourd'hui avec vous, c'est l'idée que l'islamophobie contribue justement à maintenir en place le patriarcat au sein voilà, de la communauté musulmane. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Oui, mais votre question, établit, le postulat suivant lequel il y a forcément un patriarcat dans la communauté musulmane et c'est l'idée qu'essayait de déconstruire Khadija, dans l'intervention, juste avant. C'est qu'en fait,
la question patriarcale de la relation entre une communauté de femmes et leurs hommes, c'est-à-dire leurs époux, leurs papas, leurs fils, est différente en fonction des communautés, en fonction des contextes, en fonction des époques. Et donc, il n'y a pas de patriarcat universel, et que ce qui peut être considéré comme étant patriarcal au sens sociologique de la domination masculine absolue, telle que l'ont connue les femmes occidentales dans la société occidentale, et qui a fait que le féminisme a émergé de cette manière-là plus précisément, n'est pas forcément le même que celle du patriarcat tel qu'il est présent dans la communauté musulmane. Mais cela dit, bon, je comprends le fond de votre question, bah, forcément, quand on empêche des femmes d'accéder à l'émancipation financière, l'émancipation, voilà, par l'éducation, etc., bah, forcément, on alimente d'une manière ou d'une autre la, la toute-puissance ou la mainmise des hommes sur les femmes, puisqu'elles deviennent forcément dépendantes des hommes. Et donc elles deviennent dépendantes des hommes. Donc je ne dis pas par là que la dépendance est forcément signe de patriarcat et de domination et de violence, etc. C'est que, bah oui, il ne faut pas s'étonner que quand on empêche des femmes d'accéder à l'autonomie, tout simplement, bah forcément, elles sont dépendantes d'hommes, de leur entourage. Et aussi, bon, nous sur le terrain, on voit des particularités qui font que, disons que ces mêmes politiciens qui reprochent aux femmes musulmanes d'être dans des états de soumission en portant le foulard, bah, Mhm. on les voit par exemple avoir des relations avec des organes qui sont ultra patriarcaux au sens occidental du terme, c'est le cas de le dire, de les entretenir, de les financer, voilà, je prends par exemple l'exécutif des musulmans avec lesquels l'État a d'excellentes relations, parce que l'État s'ingère dans cet organe et en fait un peu ce qu'il veut avec les bonhommes qui sont là, on va dire. Mais voilà, à ce moment-là, l'État s'accommode très bien et les politiciens s'accommodent très bien du patriarcat qui. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu l'exécutif des musulmans pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est? Bah, écoutez, c'est un espèce d'organe représentatif des musulmans en Belgique. Donc il est censé représenter les musulmans en Belgique. Sauf que finalement, in fine, cet organe ne représente que très peu les musulmans et les musulmans de manière générale se désaffilient de cet organe. Et ce qu'on constate, c'est que les personnes qui sont placées dans cet organe bah, le sont par les politiciens, enfin pire encore, le sont suivant un accord entre les politiciens belges et les politiciens étrangers dont sont originaires les musulmans de Belgique. Et voilà, donc on peut voir quel type de personnes occupent ces fonctions, d'où est-ce qu'elles viennent, avec les réunions, etc. On voit quels intérêts elles nourrissent. Et voilà, et l'histoire fait qu'il y a un passif, justement, que cet organe existe, il y a un passif qui fait qu'on voit très bien comment les politiciens essayent de maintenir cet organe absolument pour avoir la main sur la communauté musulmane. Et à ce moment-là, le patriarcat ne les dérange absolument pas aux politiciens. Et justement, voilà, ils vont utiliser le patriarcat existant dominateur dans la communauté musulmane pour arriver à leurs fins politiques auxquelles ils n'y arrivent pas avec le droit qui permettrait l'égalité entre tous, on va dire. On va dire ça comme ça. Donc voilà, la question du patriarcat des hommes qui sont dans l'abus de l'autorité envers les femmes, très sincèrement, les femmes musulmanes euh, sont tellement dans un, je veux dire, avec tout ce qu'elles vivent, c'est une question qui les concerne et qu'elles sont en capacité de pouvoir résoudre dès lors qu'elles ont les capacités et la possibilité de le faire. Maintenant, elles doivent faire des priorités. C'est le patriarcat dominant euh, d'État avec l'islamophobie organisée, ou le problème avec le patriarcat interne qui est lui-même façonné et nourri par le patriarcat dominant. Et Mhm. ça rejoint la question que vous avez posée. Tout à fait. Merci beaucoup.
On approche tout doucement de la fin de cet épisode. Si je devais vous demander à toutes les deux un mot pour conclure, un message que vous aimeriez faire passer à celles et ceux qui nous écoutent et qui seraient curieuses de mieux comprendre les causes que vous défendez. Écoutez, on a commencé cet entretien avec la question de savoir comment ou qu'est-ce qui justifie un petit peu notre engagement. Moi, je terminerai peut-être du coup l'entretien par donner un mot d'explication sur une carte blanche que j'ai rédigée juste après justement l'affaire Ihsan Awash, sur qu'est-ce qui a justifié que je prenne la parole à ce moment-là et dans ce contexte-là spécifique. Et sans doute que ça va faire aussi écho à une série de choses que nous avons discutées durant cette heure. Eh bien, pour moi, c'était la nécessité de briser l'effet de sidération qui est produit auprès des populations musulmanes par ce type d'accusation, notamment l'accusation d'affiliation aux frères musulmans. Alors on sait, dans le contexte qui est le nôtre depuis un certain nombre d'années, que cette accusation de terrorisme, cette accusation d'islamisme radical, de djihadisme, enfin tous les mots en isme finalement qui traduisent un peu cette idée d'altérité radicale dangereuse accolée à l'islam, c'est l'une des accusations les plus infamantes de notre époque contemporaine. Et dans la conclusion de ma carte blanche, finalement, je prends un peu le contre-pied de l'injonction tacite qui nous est faite en tant que musulmans, cette injonction étant celle du not in my name, avec l'idée qui est un peu sous-jacente chaque fois qu'il y a un acte de terrorisme qui est posé par un musulman quelque part, de devoir en fait s'en désolidariser en tant que musulman. Et ça, c'est vraiment une spécificité que l'on retrouve que à l'égard des musulmans. Je ne vois jamais cette injonction apparaître à l'égard d'autres communautés ou lorsqu'il y a un déséquilibré, d'ailleurs qu'on présente toujours comme un déséquilibré et non pas comme un terroriste d'une autre appartenance que d'origine arabo-musulmane. Et donc, il y a cette volonté et cette nécessité politique pour moi de me défaire en fait de cette injonction qui est un piège qui ne sert qu'à alimenter en fait toute une série de fantasmes autour de groupuscules qui sont présentés comme des groupuscules obscurs dont on ne connaît pas très bien les motivations, et les frères musulmans remplissent cette fonction-là ici en Belgique notamment, et ça ne sert finalement qu'à renforcer un imaginaire qui est hostile aux musulmans et à renforcer l'islamophobie. Et moi, je trouve nécessaire à un moment donné de ne plus devoir en fait se justifier, non seulement de ne plus devoir se désolidariser, mais de ne plus devoir se justifier par rapport à des appartenances, et parce que elles finalement, elles ne traduisent en fait que des imaginaires malades. Et ces imaginaires malades doivent se réformer d'eux-mêmes. Ce n'est pas à moi à faire ce travail-là à leur place, parce que quelque part, je leur donnerais en fait gain de cause et une légitimité à s'exprimer. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, quelles que soient les justifications que l'on peut donner, je veux dire, ce type d'accusation persiste en général dans le temps. On le voit, c'est pas la première fois qu'une personnalité musulmane est accusée de proximité avec ces fameux frères musulmans dont personne ne connaît finalement exactement les contours et l'organisation ici en Belgique. Mais voilà, quelles que soient les justifications, on a beau dire voilà, je n'ai aucun lien ou je ne connais pas ces réseaux-là, eh bien la suspicion va demeurer, puisque on est véritablement dans un régime en fait de suspicion permanente. Et donc moi, j'ai envie à un moment donné de prendre le contre-pied et de retourner cette accusation contre elle-même, pour que les détracteurs finalement se retrouvent dans la place de devoir eux-mêmes faire la démonstration de la dangerosité de ce qu'ils avancent. Excellent. Et si je pose la même question alors à Kautar, un mot pour terminer, pour conclure? Oui, voilà, j'espère qu'avec cet échange, on a pu montrer un peu le relief de ce que représentait la lutte contre l'islamophobie, du caractère particulièrement genré qu'elle représente, mais qui fait aussi
émerger un peu toutes ces fausses idées, notamment sur celle du patriarcat d'emblée, mais qui en réalité, voilà, répond à des logiques plus complexes. Et donc, tout ça montre bien que voilà, cette lutte contre l'islamophobie est spécifique. Et qu'elle doit être portée par les personnes qui sont concernées, parce que ce sont les mieux placés pour mettre en place les dispositifs qui vont permettre de lutter contre, et que la résistance de la société par rapport à cette lutte et même à l'existence du mot islamophobie, eh bien, c'est une réponse qui démontre qu'on a raison dans cette lutte en réalité. Parce que voilà, on a parlé des régimes d'exception, et Khadija a vraiment bien souligné qu'il ne s'agissait pas de dérive, et c'est tout à fait vrai. Donc c'est vraiment, il y a un parti pris là-dedans, etc. Maintenant, il faut que la société se pose la question de est-ce qu'à un moment, elle va comprendre que le monde a changé et que maintenant il faut évoluer et aller de l'avant, ou est-ce qu'on va rester sur la crispation et disons, le fait de nourrir les peurs à l'égard d'un ennemi intérieur, en mettant sur l'échafaud tout un pan de la population, et que ce pan de la population, aujourd'hui, si on analyse dans les détails, c'est celui qui fait les métiers dont plus personne ne veut, c'est celui qui va faire que le rajeunissement de la population est assuré aussi. Et donc, certains vont utiliser des idées pour faire peur en parlant de grands remplacements, etc., mais avec des idées toujours négatives, de volonté, avec des objectifs cachés, mais vraiment dans le fond des choses et dans euh, la réalité sociale. Ben, il n'y a rien à faire. Les musulmans qui sont issus d'une immigration économique, en l'occurrence, et c'est ce qui fait la spécificité de l'immigration en Belgique, on participe pleinement au développement de la société. Et donc, toutes ces crispations participent à développer de la frustration de part et d'autre de la société. Et il n'y a rien à faire. À un moment, il faut passer aux choses sérieuses et se dire, oh, c'est bon, on a suffisamment fantasmé sur ces gens-là, comment on fait pour passer à la suite. Et en même temps, on a cet autre côté de nous-mêmes qui nous dit, malheureusement, nos sociétés occidentales sont inscrites dans un rapport conflictuel avec l'étrangeté depuis très longtemps, depuis des siècles. C'est culturellement ancré. Donc, comment on va faire pour vivre dans une société voilà, qui va hériter, qui aura cet héritage culturel pour avancer? Et la réponse est que, ben voilà, on s'organise politiquement pour y arriver, pour organiser nos luttes. Il ne nous reste plus qu'à nous souhaiter du courage pour arriver à plus de dignité dans, dans cette société, et de dignité pour toutes et tous. Merci Kautar et Khadija pour ces échanges très intéressants. Je vous remercie encore une fois d'avoir accepté l'invitation. J'étais ravi de pouvoir entendre vos témoignages et vos opinions sur ces questions. Est-ce que les auditeurs et les auditrices peuvent vous retrouver quelque part, vous lire Donc, on a mentionné la carte blanche de Khadija dans Le Vif. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut vous suivre sur Internet? Oui, le collectif des sans diplômés, donc sur Facebook, il y a une page Facebook. Et voilà, toute notre actualité se fait via ce collectif. Excellent. Encore une fois, merci à toutes les deux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. En ce qui me concerne, j'ai appris énormément de choses grâce à mes deux invités au sujet de l'islamophobie. J'espère que c'était le cas pour vous aussi. Quelques infos de service à présent. Dans 2 semaines, je publierai mon interview avec Alice Coffin, qui est journaliste et militante française bien connue. On va parler ensemble de la neutralité dans le journalisme, on va parler de lesbianisme politique. Ça va être super intéressant. Et ce sera donc le 23 septembre. Et puis après ça, je publierai mon interview avec Renaud Mas, sociologue à l'Université de Saint-Louis, pour parler ensemble de ses travaux de recherche au sujet de la prostitution. Et enfin, 2 semaines après ça, mon entretien avec Jean-Marc Jancovici, que je vous avais promis l'an dernier. Pour ne rien louper tout ça, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme de podcast préférée. N'oubliez pas de suivre 70 minutes avec sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou même mon Instagram perso. Et n'hésitez pas à m'écrire, j'adore avoir vos feedbacks sur mon travail. Et je précise, même si ça me paraît assez évident, je vous demande s'il vous plaît de ne pas m'écrire si c'est simplement pour exprimer votre désaccord profond avec mes deux invités d'aujourd'hui.
sur la question de l'islamophobie ou de l'islam en général. Ça ne m'intéresse pas du tout. Allez, à très bientôt. Salut!